très heureuse d'avoir été invitée à cette sympathique assemblée. Je suis très honorée. Je retrouve beaucoup d'amis et je suis particulièrement flattée de faire la modératrice de la table qui va donner la parole à M. Kamel Gendouzi et à M. Vincent Gesser. Je vais vous les présenter très rapidement parce que vous avez peut-être reçu déjà les CV. Comme on a un petit temps de parole, il y a 1 heure en tout, donc compte tenu des intervenants plus le public, je vais être la plus brève possible moi-même, puisque mon temps de parole sera l'après-midi à 18 h. Donc, tout le monde sait que Kamel Gendouzi a joué un rôle crucial dans le passage de la révolution à la tentative de structurer électoralement le pays. C'est la chose la plus difficile. Et ils l'ont fait de manière tellement indépendante qu'ils ont donné la victoire à ceux, peut-être, au camp desquels ils n'appartenaient pas, sans vouloir juger. Donc, ça veut dire que vraiment ils étaient indépendants et qu'ils n'ont pas joué de découpage électoraux ambigus qui auraient pu leur donner directement les modernistes, en tout cas prendre le pouvoir. Donc, je salue ici l'intégrité et la manière dont se sont passées ces élections, qui est vraiment un exemple de passage à la représentation démocratique, peut-être pas encore à l'usage de la démocratie, on va voir, vous allez certainement nous en parler. Donc M. Gendouzi a un passé extrêmement glorieux. Il est actuellement président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, mais je ne suis pas sûre qu'il le restera. Il va y avoir une autre instance avec d'autres indépendants. Mais on ne sait pas encore qui seront ces indépendants. Est-ce que là, on va nommer de vrais indépendants ou, bon, on ne se prononce pas, on ne pense pas de jugement de valeur. Tous ces changements dont nous connaissons, nous les avons rêvés, en tout cas, nous les avons vécus, parfois à distance, mais nous ne les avons jamais pensés. Nous n'avons jamais pensé la transition démocratique en Tunisie. Nous avons pensé à faire écarter un système, un dictateur. Nous n'avons pas pensé, nous n'avons même pas pensé que cette démocratie, que cette période transitoire, de transition démocratique, puisse à un certain moment être pilotée par un mouvement d'inspiration sioniste. Donc il y a un vrai problème de pensée. Et s'il y a un problème aujourd'hui en Tunisie, il y a un malentendu extraordinaire, c'est qu'en France avoir déjà dit tout sur la Tunisie. Et nous n'avons même pas pensé certaines choses qu'aujourd'hui on discute dans cette rencontre. Les relations en Europe et en Tunisie. Depuis quand cette question-là était un débat national en Tunisie? Depuis quand elle a été traitée en Tunisie? Depuis quand cette question majeure, qui va déterminer jusqu'à un certain point de l'année est l'objet d'un débat national? Même l'Assemblée nationale constituante, je suis sûr, les éléments ne sont même pas à niveau pour pouvoir assimiler et comprendre et la nature et les enjeux de cette question. Et donc, par conséquent, je crois qu'il faut aussi poser ces problèmes-là. Et je me pose parfois la question, parce qu'on parle de l'Europe, on parle de l'Europe ici, mais comment on parle de l'Europe là-bas? Quelle image, quelle perception de l'Europe là-bas? Êtes-vous sûr que quand on va organiser un travail d'Europe chez nous, la perception qui est la plus partagée est celle des perceptions positives? Perception de partenariat stratégique, comme on dit ici. Personnellement, je ne suis pas sûr. Je suis bien sûr d'autre chose, d'autres visions, plutôt négatives, plutôt des visions qui visent à distancier, à faire la distance avec l'Europe, à s'éloigner de l'Europe et de l'Occident en général, que de s'approcher de l'Europe. Et la dimension économique n'est pas simplement une dimension de ces rapports-là. Il faut quand même qu'on pense. Alors, on peut expliquer, il y a raison historique, mais c'est ça l'état des lieux. Existe-t-il un risque d'une restauration autoritaire portée, par exemple, par les partisans d'anciens régimes? Je dirais que le risque de restauration autoritaire, aujourd'hui, elle sera portée par la crise économique. Et que, parfois même, par la subversion, peut-être de certains éléments dans l'ancien régime, mais surtout, et c'est là je dois être clair, par des groupes extrémistes religieux appuyés par des manœuvres régionales. Il y a un risque
je le dis tel que je le pense. C'est un petit pays, et si on tend, si par valeur, on tend dans la violence, on sait quand est-ce qu'on a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Et cela alimente l'angoisse de la population, et pas simplement des élites. La deuxième interrogation concernant le défi majeur de la stabilisation et la normalisation de l'économie. Je pense qu'on parle beaucoup d'Europe, mais avons-nous un projet alternatif en France? Avant de parler d'Europe. L'Europe, elle n'a pas beaucoup aidé avant. Et malheureusement, je dois le dire, elle ne va pas beaucoup nous aider après si on n'a pas un projet alternatif sur lequel on se mobilise pour permettre à formuler, nous, les besoins pour lesquels on souhaite l'intervention de l'Europe ou d'autres puissances. Et je pense que ce n'est pas bon de demander de l'argent simplement. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On va le distribuer au quotidien. On va le donner à ceux qui en ont le plus besoin. Cette logique-là ne peut pas marcher aujourd'hui. Nous avons besoin d'un projet qui permette de prendre en considération les urgences qui se sont manifestées aujourd'hui. Il y a la pauvreté, parce que pendant longtemps on a caché cette réalité-là. Il y a des urgences, mais en même temps, il doit aussi préserver et préparer l'avenir. Et il faut aussi dire la vérité aux Toulousains. On ne peut pas créer 300 000, 400 000, 500 000 postes d'emploi dans un laps de temps qui est limité. Mais cela, il faut le dire, et insister là-dessus. C'est vrai que d'immenses espoirs sont nés du fait que les voleurs et les profiteurs ont été écartés du pouvoir. Et que cela, beaucoup de gens ont pensé que cela va de soi, va nécessairement améliorer les conditions de vie de tout le monde. La réalité est tout autre. C'est le marasme économique, je ne peux pas encore rajouter, c'est l'effondrement des ressources liées au tourisme, qui emploie 1 500 000 personnes. C'est aussi l'attentisme des acteurs économiques, pas au niveau international, y compris nationaux. Ils ont un se posent des questions. Ils sont là. Et donc, il y a, le risque est grand, et je le dis comme je le pense, de voir les illusions du changement se confronter aux nouvelles élites responsables aujourd'hui. Et là, effectivement, il faut être clair, la démocratie a un coût, le soutien économique au processus démocratique est fondamental, et il faudrait qu'on avance dans ce sens. La Tunisie, c'est vrai que c'est un pays qu'on a souvent, malheureusement, du point de vue européen et du point de vue français, représenté à travers des images fortes, mais des images fortement caricaturales. Fortes pour nous faire croire que ce pays, finalement, est, même si personnellement, et qu'elle c'est un point commun que nous avons ensemble, en tant qu'acteurs de notre société, on a souvent présenté ce pays, finalement, comme un pays d'immobilisme, d'apathie politique, de dépolitisation, et j'ai envie de dire qu'on nous avait presque fait croire que la Tunisie serait le dernier pays arabe à faire sa révolution. C'est-à-dire en nous disant, regardez, tout va bien en Tunisie, c'est vrai que c'est un dictateur, c'est vrai qu'il est un peu fouettard, c'est vrai qu'il est un peu paternel, mais néanmoins, finalement, on avait même certains observateurs, certains médias, parfois certains de nos collègues, qui employaient des formules fortes, même si c'est parfois des collègues honnêtes, finalement, on était persuadés que les Tunisiens avaient fini par s'accommoder, à s'accoutumer à la dictature, parce que finalement les Tunisiens avaient ça dans le sang, avaient ça dans leur culture, c'était le pays du jasmin, c'était le pays de la douceur, c'était le pays où il faisait bon vivre. Oh, certes, on avait emprisonné 10 000 personnes, certes, on torturait dans les commissariats, certes, effectivement, c'était un pays où les citoyens avaient peur, mais c'était un pays si doux. Et cette image, ce cliché, finalement, est allé jusqu'à imprégner même une partie des Tunisiens avec qui je pouvais discuter, y compris des Tunisiens sincères, engagés très tôt dans l'opposition. Et ça, je tiens à le dire, ça a souvent été un débat contradictoire que j'ai eu avec mes amis, je dois le dire, même si c'était mes enquêtés aussi, de l'opposition tunisienne, qui était la vraie opposition, qui était très pessimiste sur ce peuple, en disant finalement, ce peuple a fini, oui, quelque part, par s'accommoder, par s'habituer à cette logique dictatoriale. Et donc,
Ces élites, pourtant sincères, pourtant sincèrement engagées dans des combats contre Ben Ali, avaient fini par penser que finalement, avaient fini par épouser ce cliché, avaient fini par épouser ces images caricaturales, non pas dans le sens propagandiste de Ben Ali, du régime, comme quoi tout allait bien en Tunisie, mais plutôt dans un sens extrêmement pessimiste, que finalement, on n'avait rien vraiment à attendre dans les prochaines années du peuple tunisien, de la population tunisienne, dans sa diversité. La révolution est venue fondamentalement des milieux populaires et de l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'on a beau défendre cette image d'unanimisme, c'est vrai, toutes les classes sociales, toutes les générations, toutes les régions de Tunisie ont fini par participer. Mais au départ, finalement, c'est ces gens qu'on ne voulait pas voir. C'est ces gueux, c'est Nozo, c'est Plouc, on dirait en langue française, qui quelque part ont été les premiers à défendre la révolution. Il ne s'agit pas de faire du romantisme révolutionnaire de ma part. Il ne s'agit pas de tomber dans une idéalisation de ce que serait un peuple tunisien pur. Mais c'est de dire à tous nos amis, n'oublions pas d'où est venue quand même la contestation. Et d'où elle pourrait revenir d'ailleurs, en politique. Moi je sens qu'en Tunisie, il y a un fort pessimisme. Kamel le disait, je l'entendais dire, oui, là, Internet, on entend des choses, des rumeurs terribles. On a l'impression que la Tunisie, chaque jour, va avoir un coup d'État. D'ailleurs, comme si les Tunisiens qui étaient ici, peut-être que demain ils vont rentrer, il y aura un coup d'État en Tunisie. Pour finir, pour dépasser ce pessimisme et pour comparer avec ce qui a pu se passer en Espagne, la transition du franquisme à la démocratie, au Chili, la transition de Pinochet à la démocratie, c'est que, tu l'as dit, Kamel, mais tout le monde l'a dit, les transitions sont des processus fondamentalement ambivalents, longs. On rentre dans ce qu'on appelle en Tunisie, on ne passe pas de la dictature à la démocratie, on rentre dans ce qu'on appelle des périodes de zone grise, des périodes de recomposition, où les traumatismes se soignent, où des anciens persistent, mais sans être identiques. Moi, je ne crois pas du tout au retour du RCD. Il y a des acteurs du RCD, mais je ne crois pas absolument au retour du RCD, pas plus que je ne crois à la République islamique de Tunisie. C'est-à-dire, je pense qu'on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle des chevauchements, des rémanences, des entrelacs, de ces périodes, effectivement, où les plaques tectoniques s'emboîtent, se détachent, et qui produisent, effectivement, tout ce pessimisme et ce discours parfois un peu caricatural que l'on entend. Première chose, donc, les transitions ne sont pas des processus linéaires, ne sont pas des processus, je dirais, totalement clairs, ce sont des processus de recomposition, de renaissance, et qui font que, quelque part, de ce point de vue-là, n'attendons pas de la transition tunisienne ce qu'elle ne peut pas donner. Je peux vous dire, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, regardez ce qui se passe au Yémen, regardez ce qui se passe en Égypte. On a tout intérêt à être optimiste sur la Tunisie, et je suis optimiste par la Tunisie, parce que quand on voit ce qui se passe à Homs ou à Hama, d'un régime qui est en train de massacrer sa population, je peux vous dire que les petites querelles en Tunisie apparaissent très anodines, même si elles sont importantes, eu égard, effectivement, de drames qui vit aujourd'hui le monde arabe, et notamment un pays comme la Syrie. La Tunisie est assez paradoxale dans ce qu'elle offre comme image de transition. D'un côté, on sent que la transition, ce sont des enjeux durs, ce sont des enjeux sérieux. Donner des institutions démocratiques à un pays. C'est un rêve. C'est un rêve que même moi, en tant que Français, j'aurais aimé vivre, avoir une assemblée constituante. Hein, quand je vois aujourd'hui la campagne électorale française, moi, j'aurais voulu avoir une campagne constituante en France. Je le dis franchement, quand je vois le niveau de bassesse du débat politique français, je me dis, mais vous avez un rêve. Et ce rêve est important. Et en même temps, et les Tunisiens ont conscience de ça. Mais en même temps, beaucoup de débats tunisiens sont déjà des débats presque politico-politiciens, comme si, finalement, on était déjà dans une situation où les institutions étaient fabriquées, comme si on était dans une primaire américaine, dans une primaire du Parti socialiste français ou belge. C'est-à-dire qu'il y a juxtaposition en Tunisie de cette image paradoxale, d'à la fois la conscience qu'on est en train d'accoucher de quelque chose de nouveau, et donc d'un certain consensus national pour fabriquer de nouvelles institutions démocratiques, et puis on ferraille, comme si on était dans une simple campagne du Parti démocrate américain, ou du Parti républicain, ou de l'UMP, ou du Parti socialiste français ou belge. On ferraille comme si finalement on était déjà dans un temps routinisé de la démocratie. Et je prends cette image. Oui, la diversité est importante. Oui, le pluralisme politique est important. Oui, c'est important qu'il y ait des acteurs qui critiquent le gouvernement actuel et la Troïka. Ça, c'est normal, y compris en période constitutionnelle, en période de constitution. Mais je donne toujours cette image. La Tunisie, c'est un peu comme si un couple dans une salle d'accouchement, avec une femme qui accouche, et un bébé qui est en train de naître. C'est le seul moment
où on espère qu'il n'y ait pas de scène de ménage. C'est le seul moment où le mari n'a pas le droit de crier sur sa femme. C'est le seul moment où la femme n'a pas le droit de crier sur son mari. C'est le seul moment où le bébé est doté de toutes les puretés, de toutes les qualités humaines, même s'il deviendra un grand bandit plus tard. Ce moment-là, la Tunisie n'a pas le droit de le gâcher, ce moment de l'accouchement. C'est un moment important. Parce que la Tunisie, la révolution tunisienne, est-ce qu'on oublie une chose? Elle a donné de l'espoir au peuple tunisien. Mais elle donne de l'espoir à tout le monde. Je vous le dis, à Hama, à Homs, à Sanaa, au Caire, aujourd'hui, l'hymne tunisien est un hymne qui est devenu un hymne international, interarabe. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, ne gâchez pas sa transition par ces effets de polémique qui relèvent parfois de polémiques caricaturales, parce que ce n'est pas simplement le peuple tunisien qui vous observe, là je parle, c'est aussi tout le monde arabe et tout le monde entier, parce que j'en ai marre d'entendre dire que la démocratie ne peut pas avoir lieu dans le monde arabe, alors pitié, démentissez ce cliché. Et je vous remercie. La question en fait, elle s'inscrit dans la question que M. Jendoubi a posée tout à l'heure. Je voudrais juste donner quelques éléments ou bien approfondir cette question qui est comment l'art va s'inscrire dans l'exercice démocratique. Donc, je pense que maintenant on est en droit de se poser cette question face à quelques comportements donc, qui sont alertants ou inquiétants. Et donc, je voudrais avoir votre avis en tant qu'indépendant et avoir celui de la Troïka, qui sera présenté tout à l'heure au débat suivant. Malheureusement, il n'y a pas de représentant de l'opposition, à part le représentant du UNDT. Donc ces comportements-là, on a vu un laxisme face au déplacement des salafistes et leur violence, une confrontation violente avec les revendications de l'UGDT, des ministres qui crient au complot et à la collaboration de représentants d'opposition avec des pays étrangers, une confusion entre l'État et le parti. Et donc on voit M. Rachid Ranouchi, par exemple, président de NARD, représenter la Tunisie et faire des voyages diplomatique, on ne sait pas exactement quel rôle il joue alors qu'il n'a pas de rôle officiel. Un dénigrement de l'opposition continue, donc un ministre des Affaires étrangères qui appelle l'opposition des partis de 0,004%. Des attaques répétées sur la presse alors que c'est le parti au pouvoir donc, qui a nommé aussi des représentants donc, qui ont été, comment dire, discutés par l'opinion publique parce qu'ils émanent du régime donc, de Ben Ali. Bref, des pratiques contre lesquelles le peuple et les jeunes surtout se sont révoltés. Et malheureusement, donc, on les voit à leur voix. Généralement, c'est les mêmes discours donc, que Ben Ali et le RCD ont utilisés contre les opposants donc, tunisiens à ce moment-là. Ils ont encore utilisé aujourd'hui. Ça, d'une. De deux, les vraies revendications des jeunes donc, ont été oubliées, mis au placard. Je parle de travail, de dignité nationale et de liberté. Aujourd'hui, on parle justement, le discours a été manipulé, on parle justement d'identité nationale aujourd'hui, de loi islamique de charia, alors qu'aujourd'hui même, dans les rues de la rue de Bourguiba, il y a une manifestation, une grande manifestation, pour un pays, justement, un pays donc, civil, on va dire, un gouvernement civil et pas islamique. Je vais terminer sur juste une petite remarque. On dirait que Narda, face justement au succès aux élections, s'est cru donc avoir une carte blanche pour faire ce qu'elle veut. Ça, c'est mon commentaire personnel. En sachant que ces élections ont été démocratiques dans la forme, mais est-ce qu'elles étaient dans le fond? Est-ce que les gens ont voté les partis selon leur programme? Est-ce que les programmes et les partis étaient connus ou pas? En sachant que les mosquées n'ont pas été neutres. Des pages Facebook de 900 000 personnes donc, qui ont fait du dénigrement pendant des mois et des mois contre les vrais opposants pendant des années et des années, etc. etc. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis, M. Jendoubi et M. Vincent Gessé. En comparant ce qui a été dit pendant la campagne électorale et ce qui est en train de se produire et de se réaliser actuellement, comment vous évaluez le rendement des élus? Et j'ai une autre question à M. Gasser. Quelle démocratie pour la Tunisie aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation entre démocratie et islam est possible? Et je me demandais si, je suis tout à fait d'accord avec le fait que la révolution part de ces régions reculées et que la Tunisie a été oubliée pendant des années, qui le sont encore maintenant, mais je me demandais si finalement ce qui avait permis le succès de la révolution en 2010, ce n'était pas justement ce volet
le fait que cette révolution elle a démarré dans ces régions reculées, mais a également été reprise par la Tunisie un peu plus, par la société civile un peu plus intellectuelle, et finalement, parce que la aujourd'hui n'a pas permis que les intérêts divergents, à la fois les revendications plus économiques de la Tunisie, de Catherine, de Capsa, et à la fois les intérêts, les revendications plus politiques et sociales de la Tunisie, de la société civile, par exemple. Finalement, ce n'est pas ça qui a permis que la révolution soit fructueuse, c'est cette convergence des intérêts divergents. Et voilà. Et pour M. Gendubi, je lui demandais, en tant que défenseur des droits de l'homme, quelle serait la place de la justice, comparée au fait que le Mali est en Arabie Saoudite, peut-être pas jugé. Quel va être le rôle de la justice dans cette transition démocratique? Et est-ce qu'elle ne permettrait pas, finalement, d'apporter un équilibre entre le rôle de la société civile et celui de l'État, ce qui disait que le rapport était pas très ambigu. Je voulais poser une question parce qu'on parlait de liens forts, du fait que les Tunisiens tiennent absolument au concept d'État-providence. Et je voulais savoir donc, si on jouait le jeu de l'Union européenne et on insiste tellement sur ce partenariat stratégique et on parle de terminologie, je ne sais plus ce que c'est, partenaire avancé ou privilégié, si on ne risquait pas justement l'érosion de cet État-providence à force de jouer le jeu des prêteurs. Et ensuite, je voulais savoir, puisqu'on parlait du risque de distorsion, d'éloignement entre la société civile et l'État, et je voulais savoir comment, même si j'ai bien compris que c'est un processus long, éviter, contrer en tout cas la mainmise de mouvements type salafistes et autres qui, eux, sont, je dirais, à 200% dans la, enfin, en tout cas, assurent une sorte de mainmise sur des œuvres de la société civile. Voilà, merci. On observe un phénomène qui va aller au-delà du monde arabe, puisque la personnalité de la néo-Time et le manifestant, et qu'on observe tous ces mouvements de Occupy Wall Street. En fait, ma question, elle est pour les deux, est-ce que la Tunisie a une influence mondiale? Est-ce que cette influence, elle est réelle? Est-ce que c'est un phénomène réel ou est-ce que c'est juste une perception? Et si c'est un phénomène réel, ce petit pays du Nord-Afrique, quelles sont les conséquences? Très bien. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait geler les oppositions pendant la période constituante de la Constitution. C'est pas du tout notre propos. Ça serait un propos fou d'un point de vue analytique et encore d'un point de vue politique de la part des citoyens. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà des débats en Tunisie qui sont déjà de l'ordre de politique électorale, mais qui contrastent avec les enjeux fondamentaux que vit la Tunisie. Précisément, et je crois qu'on est assez d'accord, y compris avec des gens qui s'opposent au gouvernement actuel ou à la Troïka, c'est qu'on constate qu'il y a des débats où on prête des intentions. Tel parti veut créer une république islamique, etc. Alors que Nada fait suffisamment de bêtises pour pouvoir être critiqué sur les bêtises qu'il fait. Mais j'entends pas beaucoup de critiques sur sa politique économique, sur ça. On le critique parce qu'il a instauré un État islamique. Ah, mais il ne dit pas la vérité. Il a ce qu'on appelle un agenda caché. Mais je pense qu'il ne faut pas critiquer sur un agenda caché. Il faut critiquer sur un agenda que tout le monde voit, c'est-à-dire rentrer véritablement dans un rôle d'opposant. Or, ce qui dessert beaucoup, ce qui dessert beaucoup, à mon avis, une partie de l'opposition tunisienne, c'est qu'elle ne critique pas le partenariat ou la Troïka, précisément dans le cadre d'études de dossiers. Après, je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de peurs. Mais ces peurs, il faut suffisamment avoir confiance dans la société tunisienne, comme vous l'avez très bien cité, cette jeune fille. Cette jeune fille, elle a sauvé le drapeau tunisien, c'est un acte symbolique, anecdotique, mais elle l'a fait. Donc ça veut dire que la société tunisienne, il faut aussi croire dans cette société, dans ses capacités à ne pas remplacer une dictature allemande par une dictature arabe. Donc je veux dire encore, faisons attention au discours pessimiste, qui est à mon avis un discours qui nous imagine que le monde arabe, c'est des gens qui passeraient d'une dictature avec des barbes, une dictature, dictature sans barbe avec des barbes. Moi je pense qu'il y a une réelle potentialité démocratique, y compris des gens qui s'opposent à la Troïka actuelle, c'est tout ce que je voulais dire. Mais le problème n'est pas le salafisme simplement en général. Le problème c'est que nous avons adopté une loi d'amnistie
qui a bénéficié à tout le monde, y compris à des criminels. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Donc cette loi d'amnistie a bénéficié, y compris à des gens dont on sait pertinemment qu'ils sont dangereux, pas moins. Plusieurs milieux. Et parmi les personnes qui, aujourd'hui, peuvent poser problème en Tunisie, je le pèse, je dis, je sais ce que je dis actuellement, ça va passer à Facebook, je vais le dire davantage publiquement. Il y a des gens qu'il faut neutraliser en Tunisie aujourd'hui. Et si on ne neutralise pas, c'est la menace directe. Ils sont au pouvoir, monsieur Jadot. Non, non, désolé, je ne partage pas du tout ce point de vue, pas du tout. Le problème, c'est on pense pouvoir, et c'est là où il faut être clair, on pense pouvoir contenir le salafisme par une espèce de dialogue dans la famille musulmane. Il y a des gens avec qui on ne peut pas. Ou pour dialoguer, il faut protéger la société, protéger le pays. D'abord protéger le pays, ensuite on dialogue. Mais on ne peut pas dialoguer comme ça en laissant comme moment une certaine complaisance, parce qu'ils comprennent ainsi. Et ça se développe de manière dangereuse pour le pays, d'autant plus que, rappelez-vous, Ben Ali Ben Khalifa. C'est quoi Ben Ali Ben Khalifa? C'est des armes qui arrivent, on les a bien identifiées, on a trouvé des stocks d'armes. Apparemment, il y a tout à fait, pas apparemment, c'est sûr qu'il y a des gens qui savent aujourd'hui et qui peuvent poser et qui sont de menaces. C'est ça le problème, premier problème. Et dès que il faut être ferme là-dessus, il faut être ferme, il faut être clair, il faut protéger la Tunisie et le pays de ces situations-là.